Cette capsule vidéo porte sur les problèmes de dispersion du noir de carbone dans un mélangeur interne. Ce contenu a été développé en collaboration avec le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie du caoutchouc et le Centre intégré de formation industrielle de Memphremagog. Cette capsule vidéo présente d'abord les signes permettant d'identifier une mauvaise dispersion du noir de carbone. Par la suite, les considérations théoriques et techniques expliquant le problème et les solutions concrètes pouvant être apportées. Notons que la norme ASTM D2663 présente des méthodes normalisées permettant de caractériser la dispersion du noir de carbone dans un mélange. La recette de caoutchouc a été longuement pensée par le formulateur. Il importe de respecter les quantités des ingrédients pour que le caoutchouc acquiert les propriétés visées par la recette. L'ordre d'incorporation influence la dispersion des ingrédients. Une bonne dispersion des ingrédients permet de maximiser leur effet sur les propriétés de l'élastomère. Lors du mélange, il peut arriver que les ingrédients en poudre comme le noir de carbone se dispersent difficilement. Il en résulte en une gomme non homogène à la sortie du mélangeur interne. À l'inspection visuelle, des agglomérats sont facilement observables à la surface du caoutchouc après son extrusion. Une mauvaise dispersion des ingrédients influence les propriétés de l'élastomère au point où elles peuvent différer significativement des propriétés visées par la recette. Cela est particulièrement vrai pour les charges renforçantes comme le noir de carbone. Cet ingrédient clé détermine les propriétés de l'élastomère de par la nature des liaisons qu'il crée avec la matrice de caoutchouc. En effet, les agrégats de noir de carbone interagissent fortement entre eux et avec la matrice de caoutchouc. La nature du noir de carbone, la concentration et la qualité de sa dispersion influencent entre autres la viscosité, la résistance à la traction, le module d'élasticité, la dureté, l'allongement à la rupture, la résistance à l'abrasion, à la déchirure, à la rupture et à la chaleur, la résilience, la conductivité électrique. Mais qu'est-ce que la dispersion? Pour répondre à cette question, nous devons avoir une bonne idée de la morphologie d'une charge renforçante, telle un noir de carbone. Sous un microscope électronique, lorsque l'on observe un agrégat d'un noir de carbone, nous voyons une structure complexe comprenant des particules primaires souvent sphériques et liées entre elles. Pour différencier les agrégats, on spécifie leur niveau de structure. Ce niveau correspond à leur compacité pour une même famille de noirs. Elle est faible pour des particules qui sont très compactées. Elle est élevée pour des particules qui sont peu compactées. Elles peuvent apparaître sous une forme linéaire et ou branchée. À la surface des particules, il y a des groupes fonctionnels, dont les groupes d'hydroxyle et de carboxyle. Leur quantité et leur composition contribuent à leur chimie de surface. Pour caractériser la dimension des particules, la norme ASTM D6556 détermine la surface totale d'un solide par la théorie de Brunauer, Emmett et Teller, le BET. Elle est basée sur la théorie du comportement d'absorption de gaz à couches multiples. Les données d'absorption sont utilisées pour calculer les valeurs de NSA, Nitrogen Surface Area, et STA, Statistical Thickness Surface Area. Ainsi, lorsqu'il y a peu d'absorption de gaz comme l'azote, la valeur NSA est petite. L'aire de surface est petite. Nous sommes en présence principalement de grosses particules. Dans le cas inverse, beaucoup d'absorption correspond à une valeur NSA grande, une grande aire de surface et nous retrouvons principalement de petites particules. Pour caractériser la structure des particules de noir de carbone, la norme ASTM D2414 évalue la quantité de N-dibutyl-phtalate, DBP, absorbée pour une masse donnée, avant d'obtenir une pâte d'une viscosité déterminée. Lorsqu'il y a peu d'absorption, la valeur DBP est petite. Nous sommes principalement en présence d'une structure faible ou bien peu de particules forment l'agrégat. À l'inverse, lorsqu'il y a beaucoup d'absorption de DBP, la valeur DBP est grande et nous avons principalement une structure élevée. Une structure faible correspond à des particules plus compactées entre elles qu'une structure élevée. La méthode décrite par l'ASTM D3265 mesure la réflexion de la lumière d'un mélange noir, huile, oxyde de zinc par rapport à un standard. Cette réflexion de la lumière est reliée à la dimension et à la structure. Pour une large gamme commerciale de grades de noir de carbone utilisés dans les recettes de caoutchouc, l'intensité de la réflexion dépend fortement de la dimension des particules. Toutefois, elle dépend aussi de la structure et de la distribution de la dimension de l'agrégat. Concrètement, pour un noir comme le N330,
Le premier caractère, lettre N, spécifie l'interaction du noir avec le processus de vulcanisation. La lettre N spécifie une interaction normale. Le deuxième caractère indique la taille des agrégats. Plus le chiffre est élevé, plus la taille est grande. Les deux derniers caractères spécifient le niveau de structure, qui est lié à la compacité des agrégats à l'intérieur d'une même famille. Souvent, plus le chiffre est élevé, plus il représente une structure élevée et donc moins compactée. Toutefois, ce n'est pas toujours le cas. Mais qu'est-ce que la dispersion? Le processus de dispersion des agglomérats peut être vu comme le résultat d'une compétition entre les forces de cisaillement hydrodynamique appliquées pour briser l'agglomérat et les forces de cohésion présentes dans l'agglomérat pour résister à la dispersion. Il y a trois propriétés clés qui influencent significativement la dispersion d'un noir de carbone: la dimension de la particule, la structure de l'agrégat et la dureté de l'agglomérat. Au moment de son incorporation dans la recette, le noir de carbone se retrouve sous forme d'agglomérat. Concrètement, la dispersion consiste en la séparation de ces agglomérats en agrégats sous l'effet d'efforts de cisaillement suffisants. Ces agrégats, qui mesurent entre 200 et 1000 nanomètres, sont suffisamment petits pour obtenir une répartition homogène du noir de carbone dans le mélange. Des études à partir d'un mélange de SBR et de noir de carbone ont identifié trois différents mécanismes de dispersion: la rupture abrupte des agglomérats, leur érosion à la surface et le décollement des agrégats. Ces mécanismes peuvent se produire séparément ou en même temps dans la séquence de mélange. Les contraintes de cisaillement sont obtenues par la rotation des rotors dans le mélangeur interne. Pour un taux de cisaillement donné, la contrainte de cisaillement dépend entre autres de la viscosité du mélange. Le noir de carbone est particulièrement difficile à disperser pour les recettes concentrées en huile puisque celle-ci abaisse la viscosité. Cependant, une petite quantité d'huile peut aider à la dispersion du noir de carbone, puisqu'elle agit comme plastifiant, rendant ainsi le polymère plus malléable. Pour bien disperser le noir de carbone dans le mélange, le noir de carbone et l'huile peuvent être ajoutés de façon alternative. Par exemple, le processus de mélange peut être effectué en deux séquences. On peut d'abord mélanger le polymère, tout le noir de carbone et une petite quantité d'huile. Cela permet d'obtenir une bonne dispersion du noir de carbone avant de compléter la recette. L'ajout retardé de l'huile permet de conserver une viscosité élevée le plus longtemps possible pour aider à la dispersion des ingrédients en poudre. Il faut être conscient, cependant, qu'une grande viscosité implique une consommation d'énergie importante par le mélangeur. À l'opposé, l'abaissement de la viscosité augmente la plasticité du mélange, qui devient plus facile à mettre en œuvre avec de moins grandes pointes de consommation énergétique. Il importe donc de trouver le bon compromis entre une viscosité et une plasticité suffisante pour minimiser la consommation énergétique du procédé tout en assurant son bon fonctionnement. Le mélange peut ensuite être complété lors d'une deuxième séquence en ajoutant le reste de l'huile, les charges inertes et les autres ingrédients. Sur certains mélangeurs, une vis d'injection permet d'ajouter l'huile progressivement de manière à optimiser la séquence du mélange. Une deuxième solution est possible. Avant l'incorporation des ingrédients, une prémastication prolongée du polymère dans le mélangeur interne peut faciliter son homogénéisation avec les autres ingrédients, dont le noir de carbone. En effet, la mastication permet de ramollir et de chauffer le polymère par friction, ce qui favorise l'intégration des autres ingrédients. Attention! Une mastication trop importante peut en contrepartie diminuer la viscosité aux dépens de la qualité de la dispersion. En ce qui concerne une troisième solution, la température dans la chambre du mélangeur interne peut être contrôlée pour favoriser la dispersion. En effet, la viscosité du mélange diminue lorsque la température augmente. Ainsi, en refroidissant la chambre de mélange, on s'assure d'avoir une viscosité suffisamment élevée pour bien disperser le noir de carbone. Cependant, une température trop basse au début du mélange prolonge le temps de cycle. Il importe donc de trouver le juste milieu entre la qualité de la dispersion et le temps de mélange. L'utilisation d'agents dispersants peut également aider à la dispersion comme quatrième solution. Ils permettent aussi de réduire le temps de mélange tout en empêchant le mélange de coller sur les rotors, les malaxeurs et les calandres. La plupart des agents dispersants sont des dérivés d'acides gras. Par exemple, un mélange d'ester d'acides gras, de savon métallique et d'une matière organique peut être incorporé sous forme de pastilles en même temps que les charges.
Graphiquement, nous pouvons visualiser la facilité ou la difficulté à disperser un noir de carbone comme suit. Plus la taille de l'agrégat est grande, plus il est facile de les disperser. Plus la structure de l'agrégat est élevée, donc moins compactée, plus il est facile de les disperser. On comprend que la pire condition pour réussir une bonne dispersion est celle où l'on retrouve de petits agrégats bien compactés. Pour conclure, un caoutchouc qui présente un aspect hétérogène à la sortie d'une extrudeuse et une divergence par rapport aux propriétés visées peut être causé entre autres par une mauvaise dispersion du noir de carbone, tout en sachant que cette cause n'est probablement pas la seule. Les paramètres à tenir compte pour diminuer ce problème sont effectuer une prémastication du polymère, utiliser un agent dispersant, retarder si possible l'incorporation de l'huile, contrôler la température lors du mélange. Enfin, occasionnellement, lorsque le mélange a une viscosité très basse pour disperser adéquatement un grade de noir de carbone, celui-ci ayant été choisi en fonction de l'aire de sa surface disponible pour les interactions avec le caoutchouc, il est possible de le changer pour un grade possédant une structure plus élevée. Toutefois, dans ce cas, il faut revalider l'ensemble des propriétés, à la fois pour un mélange non vulcanisé afin de s'assurer que l'on ne cause pas de difficultés aux procédés de transformation qui suivent et pour un mélange vulcanisé afin de respecter les nombreuses propriétés requises d'un client selon son application.